La logique d'Aristote, présentation, traduction des catégories, préface par Barthélemy Saint-Hilaire Suite. Mais c'est la méthode qui, au-dessus de la logique et de ses règles abstraites venant les compléter et les mettre en rapport avec la réalité et la vie, doit répondre à cette question. Que la spontanéité d'un esprit naturellement juste résout bien mieux encore que la méthode. On sait donc sans la moindre obscurité ce que c'est que la démonstration, et dire que l'objet de la logique c'est la démonstration, c'est l'indiquer aussi clairement qu'il est possible de le faire. Les lois nécessaires de l'entendement, les lois formelles de la pensée, ce n'est pas une définition inexacte, c'est seulement une définition moins précise. La démonstration étant la fin de la logique, la logique se trouve ainsi définie, non pas tout à fait par l'objet qui en est la matière, mais par l'objet qu'elle poursuit. La définition en vaut-elle moins pour cela ? Non, certainement. Les sciences se définissent tout aussi bien par le but auquel elles aspirent que par l'objet même qui est la matière de leur spéculation. La médecine est tout aussi bien définie quand on dit qu'elle est l'art de guérir que la géométrie peut l'être quand on la définit la science de l'étendue, ou que l'arithmétique quand on la définit la science des nombres. Ici, c'est par l'objet même de la science qu'on la définit, là, c'est par le but qu'elle se propose. De part et d'autre, la définition remplit la condition qu'elle doit toujours remplir. Elle fait parfaitement connaître l'objet qu'elle doit désigner en l'isolant de tous les autres. On peut donc définir la logique par le but qu'elle recherche, tout aussi bien que par la matière dont elle est en quelque sorte composée. Il y a de plus à ceci cet immense avantage que le but une fois fixé, toutes les parties de la science viennent se classer, se subordonner les unes aux autres dans le rapport même qu'elles soutiennent avec ce but. La démonstration n'est point une chose simple. L'analyse y découvre des éléments aussi nombreux que divers, et ces éléments observés un à un, mis dans l'ordre de leur importance, rangés d'après leur simplicité ou leur complication, relativement au grand tout qu'ils composent, peuvent être systématisés d'une façon qui n'a plus rien d'arbitraire. Les traités qui forment l'organon se suivent dans un ordre qui ne peut être changé sous peine de confusion. Et même quand c'est une autorité antique comme celle d'Adraste, d'Aphrodise, qui nous propose de les déplacer, cette autorité mérite à peine d'être discutée, loin qu'elle mérite d'être suivie. Tout dans un système de choses qui ont une fin doit s'ordonner selon cette fin même, et la méthode est ici la méthode si connue que suit en tout l'esprit humain. Il faut s'élever du plus simple au plus composé. La logique part des catégories pour atteindre la démonstration. Elle part des choses pour monter jusqu'à la forme la plus achevée de la pensée scientifique. L'ordre, la régularité, la discipline inflexible, voilà ce qu'on gagne dans la logique en la définissant par le but qu'elle cherche et qu'elle atteint plutôt que par l'objet qui la forme. Dans toute science, cette discipline est désirable. En logique, elle l'est beaucoup plus qu'ailleurs, et si la logique ne sait pas se l'assurer à elle-même, à quel titre prétendra-t-elle l'imposer aux autres sciences qui la lui demandent cependant et qui ne peuvent la recevoir que d'elle seule ? C'est là, qu'on n'en doute pas, l'un des plus grands mérites de l'organon. La science, toujours préoccupée du but qu'elle veut toucher, ne s'écarte point un seul instant de sa route. Elle est admirablement ordonnée, et 2000 ans d'études n'ont pu rien modifier à cet ordre indestructible. On peut bien dire avec Kant que l'organon contient quelques subtilités superflues, quelques obscurités, nuisibles seulement à l'élégance et non point à la certitude de la science. On ne peut pas dire avec M. Hamilton qu'Aristote ait laissé à ses successeurs beaucoup à ajouter, beaucoup à retrancher, de tout à simplifier et à mettre en ordre. Il faut bien qu'on le sache, l'ordre qu'Aristote a donné est le seul véritable. L'altérer, c'est bouleverser la science tout entière, c'est la faire tomber dans l'anarchie. Il est possible que certains détails dans ce prodigieux édifice présentent quelques désordres, quelques confusions. Mais ce sont des détails sans importance comparés à l'ensemble. Ces tâches sont peu nombreuses et peu graves, et il n'est point de main assez délicate et assez habile pour les enlever, même celles de Thémistius ou de Zabarella. C'est la partie humaine de l'œuvre, et de tels défauts, à côté de telles qualités, sont, même pour les plus sévères, tout à fait imperceptibles.
On peut ajouter à la logique en la faisant précéder d'une partie nouvelle qui en montrerait la base et l'origine psychologique, en la faisant suivre d'une autre partie qui en indiquerait les applications possibles. Mais dans l'espace déjà si vaste où s'est mu Aristote, il a tout vu, tout classé, tout fixé à jamais. L'Organon est comme un de ces monuments d'architecture auxquels on peut adjoindre des constructions nouvelles, qu'on peut développer par des accroissements devenus indispensables, mais auxquels on ne touche pas. Parce qu'ils ne sont jamais à refaire et que le mieux c'est de les prendre pour modèles et régulateurs éternels. L'ordre de la logique résulte donc rigoureusement de la définition même qu'Aristote en a donnée, et par un de ces coups de hasard, qui ne sont que des coups de génie, il a donné la science de la seule définition qui puisse à la fois et la faire clairement connaître et la systématiser. La définition de Kant n'en peut pas faire autant. L'ordre que présente la critique de la raison pure n'est qu'un ordre apparent. La main d'un novateur peut le changer parce qu'il est arbitraire. L'ordre de l'Organon ne changera point tant que la science sera comprise. Il faut bien du reste le remarquer, quand Aristote dit que le but de la science qu'il fonde c'est la démonstration, il dit infiniment plus qu'on a fait ensuite parce qu'on a prétendu que l'objet de la logique c'était le procédé du raisonnement. M. Hamilton a parfaitement réfuté cette dernière opinion qui n'a été soutenue que rarement et par des logiciens d'ailleurs peu illustres. Il ne suffit pas du reste, pour se bien rendre compte de ce qu'est la logique, de savoir qu'elle est une science et non un art, et qu'elle a pour objet la démonstration. Il faut de plus savoir de quelle espèce est cette science, et quels sont les rapports qu'elle soutient avec toutes les autres. Les faits dont s'occupe la logique en tant que science sont des faits d'un ordre particulier, accessibles surtout à l'observation intérieure, où les sens n'ont pour ainsi dire rien à voir. La logique, il n'est pas besoin d'insister sur ce point, est une science rationnelle que l'esprit fait et construit à la façon des mathématiques. La science des mathématiques n'est pas pure de tout empirisme, la logique ne l'est pas davantage. Sans les formes que l'étendue a présentées d'abord à la sensibilité, on peut douter que les mathématiques eussent jamais trouvé les leurs. Les formes, les figures que les objets nous offrent sont irrégulières. Les figures idéales des mathématiques sont d'une régularité parfaite. Avec quelque soin qu'on trace un cercle sur le modèle même du cercle que l'on conçoit, ce cercle, du moment qu'il devient matériel, devient plus ou moins imparfait. Il n'y a pas dans la réalité de cercle qui ait ses rayons parfaitement égaux, pas de triangle matériel qui ait ses trois angles parfaitement équivalents à deux droits. Dira-t-on pour cela que les mathématiques sont une science imaginaire ? Non, sans doute. Mais on dit qu'elles sont une science rationnelle. Il est de même de la logique. Certainement, elle n'eût jamais conçu ces formules parfaites sans les formules irrégulières que le langage humain et la pensée dans son jeu naturel lui offrent sans cesse. L'homme ne raisonne pas comme la logique le forcerait à raisonner si elle avait à régler la pratique de son raisonnement, ce qu'elle n'a pas du tout la prétention de faire. Mais la logique, sous cette confusion apparente des raisonnements ordinaires, découvre les lois qui les régissent. Ce n'est pas elle qui les leur impose, c'est elle qui les constate. Elle a de plus cette supériorité sur les mathématiques que quand elle veut réaliser ses formules, elle le fait d'une manière parfaitement adéquate. Le syllogisme donne la figure logique dans toute sa pureté, dans toute sa force idéale. La matière sur laquelle les mathématiques essaient de réaliser leurs résultats vient toujours les altérer par son imperfection nécessaire. Pour des formes logiques, la matière n'apporte absolument rien. Le syllogisme démonstratif, dans quelque langue qu'il soit exprimé, de quelque façon qu'il soit tracé, n'emporte pas moins son évidence avec lui. C'est qu'il s'adresse à ce discours intérieur de l'esprit que la parole du dehors représente d'une manière bien plus exacte que les figures matérielles de géométrie ne représentent les plus pures conceptions qui leur donnent naissance. La logique peut même imposer dans une certaine mesure ces formules inflexibles au raisonnement. L'exemple de la scolastique et tous les ouvrages de logique le prouvent. Mais ces formules ne sont pas du tout celles que suit le raisonnement naturel de l'homme, bien qu'au fond il les recèle. Ce ne sont pas même les formules que la logique adopte habituellement quand elle veut se produire et faire connaître ses résultats. C'est ainsi que nous pouvons donner au corps de la nature des formes mathématiques,
mais de même, ils ne les ont presque jamais.